En juillet 2019, tout semblait normal dans la maison de la famille Hallowell. Jusqu'à ce qu'un appel soit passé à la police par un garçon de 17 ans nommé Carlos, informant qu'il venait de trouver sa mère sans vie dans son lit avec une hache plantée dans son crâne. L'affaire d'aujourd'hui va raconter une histoire d'amour et d'indifférence, d'accueil et d'ingratitude. Lorsqu'une femme qui n'a offert que de l'affection et de l'amour a été assassinée pendant son sommeil d'un seul coup de hache, par l'ingratitude de son propre fils. Aujourd'hui, vous allez découvrir le triste cas de Denise Hallowell. L'affaire d'aujourd'hui nous emmène dans les environs de la petite ville d'Inverness, dans l'État de Floride, aux États-Unis, une région riche en végétation et en animaux. Selon le recensement de 2020, la ville compte moins de 10 000 habitants. Un endroit extrêmement calme et serein où les habitants profitent d'une paix incroyable. Et c'était dans cette région, dans une maison située au bord d'un lac, que vivait Denise Hallowell. Denise est née le 7 avril 1955 et, alors qu'elle était encore bébé, elle a été adoptée par une famille qui lui a donné beaucoup d'amour et d'affection. Elle a été élevée toute sa vie dans cette région, où ses parents avaient une maison au bord du lac. C'est là qu'elle a rencontré Amy Alford, une fille qui allait devenir non seulement sa voisine, mais aussi sa meilleure amie. Les deux ont grandi et joué ensemble dans la ville et ont fini par créer un lien qui durerait toute leur vie. En grandissant, Denise a découvert que sa vocation était d'enseigner, ce qui l'a amenée à devenir professeure de sciences. C'était une personne rayonnante, dans le meilleur sens du terme, quelqu'un qui apportait de la joie et de la légèreté à la journée de tous ceux qui la rencontraient. En plus d'être extrêmement accueillante et altruiste, sa manière joyeuse et affectueuse d'être a rapidement conquis le cœur des élèves. Et elle est devenue appréciée non seulement par eux, mais aussi par tous les collègues avec qui elle travaillait. Cependant, elle était aussi une personne réservée lorsqu'il s'agissait de ses sentiments et de ses problèmes personnels, et elle ne les confiait presque jamais à personne. Au lieu de cela, elle préférait se confier dans ses journaux intimes, qu'elle tenait de façon très organisée. Après 2 mariages qui n'ont pas fonctionné et toujours sans enfant, elle a décidé d'offrir à un enfant la même opportunité qu'elle avait eue, adopter. En 2004, à l'âge de 49 ans, Denise a adopté un petit garçon de seulement 4 ans appelé Carlos, né au Guatemala, qui est alors devenu Carlos Hallowell. Tous deux se sont rapidement connectés et ont construit une très belle relation entre mère et fils. En grandissant, Carlos est devenu le fils prodige. C'était un jeune homme charismatique, populaire, extraverti, qui se distinguait aussi bien dans les études que dans le sport, surtout au football américain. Finalement, les parents de Denise ont vieilli et elle est retournée à Inverness pour s'occuper d'eux et, à ce moment-là, elle a évidemment emmené Carlos avec elle. Quelques années plus tard, ses parents sont décédés et Denise et Carlos sont restés dans la maison. La vie là-bas n'était pas compliquée, ils s'occupaient des animaux et Carlos, quand il avait déjà 16 ans, a même trouvé une petite amie appelée Kayla, que Denise adorait. Autrement dit, tout semblait être une vie parfaite à la campagne, jusqu'à ce qu'une dénonciation de maltraitance d'enfants vienne ternir l'image de toute la famille. En 2013, lorsque Carlos avait environ 12 ans, Denise a décidé qu'elle voulait adopter un autre enfant, et elle pensait qu'avoir un garçon de plus à la maison enrichirait encore davantage l'expérience familiale. C'est ainsi qu'elle a accueilli Angel, un garçon de 8 ans né au Honduras. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait. Contrairement à Carlos, Angel est venu avec un bagage émotionnel plus lourd et troublé, et les deux ne s'entendaient pas, ce qui a provoqué une énorme frustration. Dans les projets qu'elle avait pour les garçons, il était aussi évident que sa relation avec son fils cadet n'était pas des meilleures, et bien souvent, cela se traduisait par le garçon qui fuyait la maison. Lors d'une de ses fugues, en 2015, Denise a dû faire appel aux autorités pour qu'ils puissent le retrouver. Après des heures de recherche, ils l'ont finalement retrouvé dans un entrepôt chez Amy.
Suite à cela, la police a décidé d'enquêter sur la maison des Hallowell pour voir si cette fugue était le résultat de mauvais traitements ou d'abus. Et lorsqu'ils sont entrés dans la chambre du garçon, tout le monde a été choqué. La chambre était presque vide, avec juste un matelas gonflable sur une base métallique. Il y avait quelques livres empilés par terre ainsi qu'un seau, les fenêtres étaient vissées et la porte était verrouillée par une serrure extérieure. Cela ressemblait bien plus à une cellule de captivité qu'à une chambre où un enfant pourrait vivre. Le service de protection de l'enfance a été immédiatement contacté, lorsque les agents des services sociaux ont emmené Angel dans une salle d'entretien spéciale. Il a déclaré être enfermé dans sa chambre et maltraité par sa mère et son frère. Il affirmait aussi avoir été humilié à plusieurs reprises, devant utiliser un seau pour faire ses besoins et nettoyer sa propre chambre complètement nue. Avec le témoignage de l'enfant en main ainsi que les conditions de sa chambre, les autorités ont rapidement pris des mesures. Denise n'a pas seulement perdu la garde de ses 2 enfants, elle a aussi été arrêtée. L'histoire a fait l'effet d'une bombe dans la ville, d'autant plus qu'il s'agit d'une petite communauté, une enseignante arrêtée pour avoir maltraité son propre fils. En raison de la large couverture médiatique à l'époque, l'affaire a attiré l'attention de l'avocat de la défense publique, Bill Grant, qui a rencontré Denise pour entendre sa version. À ce moment, elle était détenue depuis 2 semaines environ. Ils ont passé un bon moment à discuter et, à la fin de la rencontre, Bill est reparti convaincu que Denise était innocente de tous les crimes dont elle était accusée. Mais comment cela était-il possible, avec toutes les preuves indiquant que le garçon était la victime ? Comment cet avocat pouvait-il considérer Denise comme innocente ? La réponse figurait dans des documents d'elle, de professeurs et de pédagogues sur le comportement d'Angel. Dans les journaux que Denise tenait, elle confiait à quel point elle se sentait perdue avec les soins à lui apporter et expliquait pourquoi la chambre du garçon était dans cet état. Angel avait de fréquentes crises de colère, le rendant presque ingérable. Pendant ces épisodes, il lançait des objets sur elle et sur Carlos, ce qui expliquait pourquoi il n'avait rien dans sa chambre, à part quelques livres. Ce comportement agressif a été corroboré par plusieurs documents rédigés par des professionnels de l'école qui décrivaient également le garçon comme ayant une personnalité instable. Les portes et les fenêtres étaient munies de verrous et de serrures car le garçon avait l'habitude de s'enfuir, au milieu de la nuit. Le seau servait seulement en cas d'urgence, si Denise ne se réveillait pas la nuit pour l'emmener aux toilettes. Peut-être que ses choix pour contenir son fils n'étaient pas les meilleurs. Mais elle croyait ne violer aucune loi et essayait simplement de faire au mieux pour toute sa famille. Carlos, alors âgé de 13 ans, faisait tout pour obtenir la liberté de sa mère. Il a d'abord été interrogé par les agents sociaux et son récit correspondait presque à celui de Denise dans son journal intime. Mais pour obtenir un dossier irréfutable devant la justice, Bill savait qu'il devait faire une dernière chose, prouver qu'Angel n'était pas digne de confiance. Comme il s'agissait d'une enfant, il fallait faire très attention à ne pas la mettre sous pression ou même la traumatiser lors du processus d'un nouveau témoignage, ou utiliser des méthodes qui ne pouvaient pas être appliquées à des mineurs. En pensant à cela, Bill a d'abord simplement demandé au garçon de raconter à nouveau toute sa version de l'histoire. Au fur et à mesure qu'il parlait, l'avocat le questionnait de manière subtile, en utilisant les mêmes informations qu'il avait recueillies auparavant auprès de Carlos, Denise et de l'école du garçon. Et c'est là que des failles dans l'histoire ont commencé à apparaître. Angel a commencé à changer son récit, disant que parfois il avait ses accès de colère, même loin de sa mère, et qu'il s'est embrouillé à plusieurs reprises en racontant sa version des faits. Cela a suffi pour que Bill prouve que le garçon n'était pas un témoin fiable et que toutes les accusations contre Denise soient abandonnées. Après des mois de détention, Denise a finalement été libérée. Cependant, son image restait très entachée en ce qui concerne la garde de ses enfants. Elle a réussi à récupérer la garde de Carlos sans problème, mais pas celle d'Angel. Comme les employés du service de protection de l'enfance ont estimé qu'il valait mieux pour le garçon d'avoir un nouveau départ dans une nouvelle famille, surtout en pensant à sa réhabilitation. Denise a donc remis la garde du garçon et seul Carlos est rentré à la maison. Tout indiquait qu'avec le temps, la paix reviendrait régner dans la famille.
Mais personne n'aurait pu imaginer que, quelques années après ce problème, Denise serait retrouvée dans son propre lit avec une hache en acier plantée dans la tête. Le 13 juillet 2019, vers 18h, la nouvelle paix tant désirée par la famille a pris fin. Juste après un appel passé par Carlos au 900. Carlos a essayé d'expliquer au téléphone ce qu'il pouvait, mais il était très nerveux, euphorique. On lui a conseillé de rester à l'extérieur de la maison et de ne toucher à rien jusqu'à l'arrivée de la police. À leur arrivée sur les lieux, la police a remarqué qu'il y avait des empreintes de pas sur le chemin de terre menant à la maison. Et par conséquent, ils ont donné pour instruction aux autres unités en route de passer sur le côté afin de ne pas compromettre cette preuve. Armes à la main, ils sont entrés dans la maison. Tout semblait normal et il n'y avait aucun signe que quelqu'un avait causé du désordre à cet endroit. Avec prudence, ils ont avancé jusqu'à la chambre de Denise dont la porte était entr'ouverte. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils sont tombés sur une scène qui semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Denise était allongée sur le côté, sur le lit, et dans sa tête était presque entièrement enfoncée la lame en fer d'une hache. Et quand je dis une hache, ce n'est pas une petite hachette, je parle de celle qu'il faut tenir à deux mains pour les manier. L'outil appartenait à la famille et était arrangé dans un hangar à l'extérieur de la maison. Étonnamment, même avec une blessure pareille, Denise était encore en vie, mais elle respirait avec beaucoup de difficulté. Retirer la hache était hors de question. Les ambulanciers, arrivés sur place, ont tout tenté pour la sauver. Cependant, malgré tous ces efforts, les policiers et les secouristes n'ont pas réussi à la maintenir en vie très longtemps. Et quelques minutes plus tard, elle a été déclarée morte sur place. Les autorités avaient maintenant un homicide entre les mains. Pour résoudre l'affaire, la police s'est divisée en deux équipes. Une partie était restée sur la propriété pour chercher des indices ou tout signe du meurtrier, tandis que l'autre a emmené Carlos au commissariat pour l'interroger. La fouille de la maison, en général, n'a pas eu d'effet immédiat, car pratiquement rien ne semblait être hors de sa place. La résidence avait une caméra à l'extérieur. Cependant, cela faisait des années qu'elle ne fonctionnait plus, servant seulement à donner l'impression que l'endroit était surveillé. Cependant, deux faits ont retenu l'attention des enquêteurs. Le téléphone portable de la victime n'était nulle part et certains appareils électroniques semblaient manquer, car certains câbles branchés au mur étaient en déconnecté, non reliés à rien. Et à un endroit précis, on pouvait voir la forme de l'appareil dans la poussière de l'étagère, ce qui indiquait que l'objet avait été retiré récemment. Déjà au commissariat, Carlos a donné sa déposition. Selon lui, la dernière fois qu'il a vu sa mère, c'était vers 14h ce même jour. Après être sortis des funérailles d'un ami de la famille, ils sont allés dans une pâtisserie et ont acheté 2 tartes. En arrivant à la maison, ils ont mangé et sont allés dans leur chambre pour se reposer. Carlos a passé un moment à regarder des vidéos sur son téléphone jusqu'à ce qu'il s'endorme. Vers 16h, il s'est réveillé en sursaut. Les chiens aboyaient à coquer devant sa chambre. Ce n'était pas habituel puisque l'endroit où les animaux restaient se trouvait de l'autre côté de la maison. Cependant, Denise aurait pu les avoir laissés sortir avant d'aller se coucher pour qu'ils puissent se promener un peu, et elle s'est endormie avant de les ramener. En sortant de la chambre pour ramener les chiens, il a remarqué que la porte de la chambre de sa mère était fermée, pensant qu'elle se reposait probablement encore. Il est alors sorti et a remarqué que les 2 portails de la maison étaient ouverts et que certains des autres animaux qu'ils avaient s'étaient enfuis. Carlos est allé dans la chambre de sa mère pour chercher ensemble les autres animaux. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé sur la scène que je vous ai déjà décrite. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des images qui auraient pu être enregistrées par les caméras de la maison, il a mentionné qu'il n'y avait qu'une seule caméra extérieure et qu'elle ne fonctionnait plus depuis longtemps. Il a aussi accepté de remettre son téléphone à la police comme preuve. Étant donné que le jeune homme n'avait encore que 17 ans, il ne pouvait pas rester chez lui sans la présence d'un adulte. Par conséquent, le service de protection de l'enfance a été contacté afin de trouver un foyer temporaire pour le jeune homme. Ils avaient été emmenés chez Amy, l'amie de longue date de Denise.
Tous deux ont commencé à préparer ses funérailles, mais environ une semaine plus tard, il a été envoyé dans une nouvelle famille d'accueil. Les enquêteurs ont rapidement soulevé la possibilité qu'Angel, qui avait alors 14 ans, soit le meurtrier. En tenant compte de tout son passé tumultueux au sein de la famille, ce serait la réponse la plus évidente. Cependant, cette hypothèse a rapidement été écartée. Le jour où Denise a été tuée, Angel était en prison pour vol à main armée. Vous vous souvenez du téléphone portable de Denise et des appareils électroniques qui avaient disparu de la maison ? Après avoir fouillé la maison sans les trouver, la police a décidé d'élargir la zone de recherche au lac qui se trouvait à côté. Une équipe de plongeurs a été dépêchée sur place et, contre toute attente, la recherche a très bien réussi. Le téléphone portable ainsi que les appareils ont été retrouvés à seulement quelques mètres du bord du lac. Curieusement, ces appareils étaient les équipements des caméras de surveillance de la maison. Cela pourrait être l'occasion en or de résoudre l'enquête. Ils ont essayé de récupérer les images, mais malheureusement, le peu qu'ils ont réussi à obtenir ne contenait pas d'images du jour du crime. Aucune découverte non plus sur le portable de Denise. Le temps passait et les enquêteurs, dirigés par le détective Holloway, qui a rejoint l'affaire quelques jours après le meurtre, étaient de plus en plus convaincus que le coupable était bien plus proche que tout le monde ne l'imaginait. Cette option est devenue de plus en plus probable, à mesure que la police ne trouvait aucune preuve qu'il s'agissait d'une action d'un intrus. Et, comme l'hypothèse d'Angel avait déjà été écartée, les possibilités se sont de plus en plus réduites à une seule piste. Le principal suspect était Carlos. Curieusement, ce soupçon avait déjà été envisagé ailleurs qu'au commissariat. Chez Amy, tout le monde a mal dormi pendant son séjour là-bas, étant donné la possibilité que la jeune femme ait fait entrer un meurtrier chez elle, ce qui pourrait mettre sa famille en danger. Les autres amis de Denise avaient aussi ce soupçon, car quelques jours avant le crime, elle avait avoué qu'elle avait peur de son propre fils et qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Il convient de rappeler que Denise, selon ses propres dires, était une personne extrêmement réservée et discrète, et parlait rarement de ses sentiments et de ses problèmes aux autres. En approfondissant la relation familiale, les enquêteurs découvraient que la réputation de garçon en or n'était pas aussi réelle qu'ils le pensaient. Depuis quelques années, ses notes avaient commencé à chuter, et il avait déjà évoqué son manque d'intérêt à devoir étudier encore plusieurs années à l'université. Carlos était constamment en soirée, buvait et consommait de la drogue. Avec le temps, il n'était plus seulement un consommateur, il s'est mis à dealer dans le bois, près de chez lui. Cela a provoqué une forte circulation de voitures à cet endroit, quelque chose que Denise et les voisins n'ont pas manqué de remarquer. Par conséquent, des tensions ont commencé à apparaître et ont évolué en disputes et en discussions sérieuses. À certaines occasions, ces disputes sont devenues physiques. Denise était extrêmement frustrée de voir son fils gâcher toutes les opportunités pour lesquelles elle s'était battue toute sa vie afin de pouvoir les lui offrir. Carlos était insatisfait de ce qu'il considérait comme des attitudes contrôlantes de la part de sa mère. Avec cette nouvelle orientation sur l'affaire, les enquêteurs ont commencé à revoir toutes les preuves recueillies. Sous ce nouveau point de vue, le téléphone portable jeté dans le lac. Carlos n'a jamais mentionné l'existence de caméras internes, il n'y avait aucun signe d'effraction dans le logement. Tout a commencé à avoir beaucoup plus de sens. Ils ont également revu la vidéo de son premier entretien et ont remarqué quelque chose qui leur avait échappé auparavant. Carlos montrait très peu d'émotion tout au long de la conversation. Son expression changeait à peine. C'est quelque chose de très inhabituel pour un fils qui venait de perdre sa mère de manière aussi brutale. Mais le coup de grâce est venu en septembre. Grâce à une preuve provenant de son propre téléphone portable, la police a réussi à retracer la localisation de l'appareil le jour du crime. Sur la base de ces données, Carlos avait un parcours qui contredisait complètement son histoire. Non seulement il ne dormait pas, mais en plus le système de positionnement global montrait le trajet exact qu'il avait parcouru cet après-midi-là. De la maison jusqu'au hangar où se trouvait la hache, du hangar à la zone extérieure où se trouvaient les animaux, puis de la zone extérieure.
de retour à la maison où sa mère dormait et, enfin, de la maison jusqu'au lac où les équipements ont été retrouvés. Cependant, au lieu de l'arrêter immédiatement, les autorités ont opté pour une approche différente. Ils l'ont convoqué au commissariat le 16 septembre pour un deuxième interrogatoire dans le but d'obtenir des aveux. Au début, les deux détectives lui ont demandé de raconter à nouveau, tandis que le détective Holloway, qu'il ne connaissait pas encore, a fait semblant d'être nouveau sur l'affaire. Carlos a donc raconté à nouveau l'histoire, mais les détectives ont commencé à présenter des preuves qui contredisaient directement son récit. Acculé, il a commencé à changer son histoire dans une tentative de se justifier. Cependant, lorsqu'ils ont présenté le système de positionnement global du téléphone portable, le jeune homme n'a plus rien pu faire. Et il a affirmé ne pas bien se souvenir du jour des faits. Juste qu'il était sorti de chez lui et avait pris la hache. Comme les autorités avaient déjà un mandat d'arrêt en main, Carlos a été maintenu en détention, accusé d'homicide volontaire prémédité. Bien qu'il soit encore mineur, l'État a choisi de le juger comme un adulte, mais en éliminant la possibilité de peine. Ainsi, il serait facilement susceptible d'être condamné à la prison à perpétuité. Le procès a débuté en juillet 2021, près de 2 ans après les faits. Le ministère public travaillait sur l'hypothèse selon laquelle Carlos avait prémédité le crime, parce qu'il était contrarié de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait, comme aller à des fêtes, boire, voir ses amis et ne pas avoir à aller à l'université. Les règles et interdictions imposées par Denise ont créé des tensions, qui se sont intensifiées jusqu'à aboutir à l'homicide. La principale preuve utilisée a été le système de positionnement global du téléphone portable, qui montrait son trajet, tuant Denise puis se débarrassant des preuves. Ils ont également diffusé l'enregistrement du dernier interrogatoire, où il commençait à changer son histoire à mesure que les inspecteurs le confrontaient aux preuves. Et le fait qu'il ait admis avoir pris la hache, même en disant ne pas se souvenir de ce qui s'est passé ensuite, a déjà été considéré comme un aveu. La stratégie de la défense, menée par Ed Speight, a été d'apporter des arguments visant à changer la nature du crime pour lequel Carlos était jugé. Au lieu de le présenter comme une personne froide et calculatrice, ils ont affirmé que l'accusé souffrait de divers problèmes psychologiques et que cet acte de violence était le résultat d'une relation familiale toxique qui n'a fait qu'empirer avec le temps. Ils ont également soutenu que Carlos souffrait d'un profond sentiment de peur, d'abandon, surtout après ce qui était arrivé à son frère, Angel. Cependant, aucune de ces informations n'a été prise en compte. Le juge qui dirigeait l'affaire a interdit la mention de ces informations, ainsi que celle de l'état de santé mentale de Carlos. Car tout cela n'était que des suppositions, sans fondement véridique, encore moins de rapports médicaux. Un coup dur pour toute la thèse de la défense, qui a pu faire bien peu pour contrer les preuves présentées par le ministère public. Au final, le jury a mis moins de 90 minutes pour parvenir au verdict. Carlos a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Bien qu'il ait été jugé comme un adulte, il a bénéficié d'un avantage en raison de son âge mineur au moment du crime. Le droit à une révision de la peine après 23 ans de prison en 2044 lorsqu'il aura 42 ans. Après son incarcération, Carlos a accepté une interview pour Dateline de National Broadcasting Company. Lors de l'interview, il a affirmé que lui et sa mère avaient toujours été très proches et affectueux l'un envers l'autre, et qu'il n'a que des souvenirs heureux de son enfance. Cependant, tout a changé avec l'arrivée d'Ange dans la maison. Et, même après que l'affaire ait été résolue sur le plan juridique, les dégâts au sein de la famille étaient déjà faits. En voyant que Denise avait décidé de laisser Ange partir sans se battre pour lui, après tous les problèmes qu'il avait causés, Charles a commencé à craindre d'être le prochain détail. Il pensait que Denise n'avait pas défendu la garde du garçon. Mais il n'a pas considéré combien de temps elle s'est battue seule chez elle, affrontant tous les problèmes. Avant la victoire, avant que cette décision ne soit prise. D'après son récit, Denise était devenue une personne très contrôlante,
ne lui permettant pas de sortir voir ses amis ni sa petite amie, ce qui provoquait beaucoup de tension entre eux deux. Cela s'est aggravé à mesure qu'il vieillissait, lorsqu'il a commencé à boire, à fumer et qu'il n'était pas sûr de vouloir aller à l'université ou non. Lors des disputes, Denise disait des choses très dures, elle disait qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle n'aurait pas dû l'adopter, et que si elle ne l'avait jamais fait, il n'aurait jamais eu les opportunités qu'il a eues dans la vie. Denise mentionnait aussi constamment combien elle avait dépensé pour l'élever et lui demandait de commencer à ramener de l'argent à la maison. Toujours selon Carlos, ces paroles dures de rejet se sont répétées une fois de plus lors du retour des funérailles, auxquelles ils sont allés le 13 lors d'une dispute encore dans la voiture. Mais cette fois, il n'a plus supporté. Carlos a dit qu'il n'avait pas prévu de tuer sa mère. Il avait simplement pris la hache pour couper un arbre qu'elle lui avait demandé et il est entré dans la maison pour boire un verre d'eau avec l'outil à la main. Cependant, submergé par la douleur, la colère, le ressentiment et surtout la peur de l'abandon, il est allé dans la chambre et a commis le crime. En réalisant ce qu'il avait fait, il a paniqué et a essayé de se débarrasser de tout ce qui pouvait l'incriminer, et ce n'est qu'ensuite qu'il a appelé la police. Mais il a oublié l'essentiel, qui serait la pièce clé pour que la vérité soit découverte, son propre téléphone portable. Malgré tout, Carlos ne considère pas son emprisonnement comme injuste et il pense qu'il mérite de rester incarcéré pour ce qu'il a fait. Il regrette ses actes et reviendrait en arrière pour ne pas commettre le crime. Il a également expliqué qu'il a beaucoup de mal à montrer sa fragilité émotionnelle en public et que, pour cette raison, il n'a pas exprimé de remords pour ses actes, ni lors de l'interrogatoire, ni pendant le procès. Mais qu'à l'intérieur, il était mort. Carlos et Denise étaient des personnes qui avaient du mal à partager leurs sentiments, ils étaient très réservés à cet égard. Mais il semble qu'après l'épisode traumatisant qu'ils ont vécu avec Angel, c'est peut-être cette difficulté qu'ils avaient qui a fini par détruire la belle histoire qu'ils construisaient ensemble. Mais nous ne pouvons pas oublier que Carlos est un criminel cruel. Il a ôté la vie de sa propre mère à coups de hache. Ces justifications peuvent être partagées, mais jamais acceptées. Il dit qu'il regrette, mais le sentiment de remords n'a été montré qu'après les audiences, jamais lors des interrogatoires, encore moins pendant le procès. Est-ce que le remords vient vraiment du crime commis ou du fait d'avoir été attrapé et condamné à une peine de prison ? Donnez votre avis en commentaire et on se retrouve pour la prochaine affaire. À bientôt.